l'une des figures emblématiques de la République démocratique du Congo. Certainement, ses actions sur le terrain sont palpables et partant de sa manière de faire les choses, vous le savez, surtout dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il a toujours été là, toujours présent pour aider les autres dans des moments difficiles, dans une mission sociale, mais aussi de la santé, parce que c'est son domaine. Même la Bible, elle dit si bel et bien, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lui, certainement, il fait pour aider les gens, les démunis, mais aussi les brebis égarés qui subissent cette injustice venant du Rwanda et surtout des M23 au niveau de l'Est, à l'Est, de la République démocratique du Congo. Le docteur Denis Mukwege, qui est habitué de gagner des prix au niveau international, c'est pris justement pour encourager son travail, ce qu'il fait, sa manière de faire les choses, sa philosophie, lui qui représente beaucoup pour le peuple congolais d'une manière particulière, mais aussi en général pour les victimes, les gens qui vivent à ces moments difficiles. Après ces prix Nobel de la paix gagné les années passées, le docteur Denis Mukwege, candidat malheureux à l'élection présidentielle de décembre 2023, vient d'arracher, d'obtenir encore un autre prix, le prix Aurora, justement à ces prix, d'une manière ou d'une autre, pour encourager ce que le monsieur fait, ces grands messieurs, ces gynécologues congolais. Le docteur Denis Mukwege, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, en particulier pour la jeunesse de ces pays, le pays de Lumumba, messieurs et dames? Ce sont des questions qui méritent d'être posées. Interface, c'est le 4e numéro de votre émission. Vous nous suivez de partout. Vous êtes sur CM13 Télévision. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland Live. Bonsoir également à ceux qui nous suivent depuis partout. Alors, pour répondre à toutes ces questions, pour parler de cette grande personnalité, nous recevons pour vous le docteur Papi Wembo. Il est l'un des membres de l'UCC, ça veut dire l'initiative citoyenne congolaise, cette structure de la société civile. Il est chargé de la jeunesse de l'ICC. Mais aussi lui qui est parmi l'un des collaborateurs, voulais-je dire, du docteur Denis Mukwege. C'est avec lui qu'on va essayer d'élaborer les contenus, la forme, les fonds, de parler du terrain, des actions, des actes posés par le docteur Denis Mukwege. Docteur Papi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Alors, docteur Papi, d'entrée DG, dans cette émission, on va d'abord commencer avec ces prix gagnés par le docteur Denis Mukwege, avant de parler de sa personnalité, de ce qu'il fait à l'intérieur, tout comme ici dans la capitale congolaise, parce qu'il semblerait qu'il a un peu ses hôpitaux se trouvent à part à l'est, dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Sa volonté, sa manière de faire les choses, comme je l'ai dit au rythme de cette émission. On va en parler tout au long de cette émission. Mais tout d'abord, la première question, puisqu'on parle de ces prix, les prix Aurore, c'est énième prix gagné par le docteur Denis Mukwege. D'abord, votre réaction à chaud d'entrée, DG, par rapport à ces prix? Bon, déjà, on dirait encore un énième prix, parce que c'est encore une fois une reconnaissance internationale pour le grand travail qu'abat le docteur Denis Mukwege. Nous nous rappelions que déjà à l'époque nous célébrions son prix Nobel en 2018, mais encore depuis il n'a cessé de recevoir des prix en reconnaissance du grand travail qu'il accomplit dans le domaine humanitaire et spécifiquement pour les victimes des violences sexuelles et aussi en général pour la communauté tout autour, parce que ces victimes ne vivent pas seuls, elles ne sont pas des électrons isolés. Lorsqu'il y a viol, c'est toute une famille qui est anéantie, parce que la maman étant touchée, les enfants le seront aussi, le mari le sera aussi. Donc c'est toute la structure familiale qui est touchée, donc qui bénéficie de ce travail que réalise le prix Nobel, Dr Denis Mukwege. Alors, les prix Aurore, d'abord, la dénomination Aurore, ça veut dire quoi? Bon, c'est le prix Aurora pour l'éveil de... Aurora plutôt, ok. Oui.
mais c'est effectivement parti, c'est un prix qui récompense, qui est décerné pour l'engagement humanitaire, et il est décerné aux individus, aux organisations qui se sont démarqués dans leur lutte pour préserver la vie humaine et dans leurs actions qui ont fait progresser l'action humanitaire en général. Alors, ok, vous pouvez continuer. Oui, et donc ce prix qui récompense presque chaque année depuis 2016 un lauréat, qui peut être une personne ou une organisation. En cette année 2024, il y avait 3 personnes qui étaient nominées, et le docteur Denis Mukwege a été sélectionné comme le lauréat pour cette année 2024. Alors, pour cette année 2024, comme on l'a toujours l'habitude de le dire, comme la Bible d'ailleurs l'a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le docteur Mukwege, c'est l'élu de ces prix parmi les nominés. Pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que le jury certainement puisse travailler et choisir le docteur Denis Mukwege? Qu'est-ce que le docteur Denis Mukwege, même si nous savons, il est là pour soutenir les mamans dans ces moments très difficiles, nos sœurs, au niveau de l'Est. Mais quelle est la particularité de ces prix et ces énièmes prix gagnés par les docteurs Denis Mukwege? Bon, je dirais que la spécificité de ces prix, c'est qu'il consacre toute une carrière, parce que c'est depuis un moment qu'il reçoit des prix, et cela n'est qu'une suite logique de l'action qu'il mène, parce que le prix Nobel, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, le docteur Denis Mukwege. Excusez-moi de dire le prix Nobel, parce que pour nous les Congolais, c'est resté, c'est le seul qu'on a eu, donc on a tendance à l'identifier toujours par rapport à ce prix. Mais effectivement, le docteur Denis Mukwege, qui est aujourd'hui prix Aurora de l'éveil de l'humanité 2024, ce prix lui est décerné spécifiquement parce que son travail a transcendé les limites du pays. C'est-à-dire que nous n'avons même pas besoin de se poser des questions. Aujourd'hui, le jury a constaté que depuis que la Fondation Panzi et que Dr Denis Mukwege et son équipe travaillent à soigner les femmes, aujourd'hui, plus de 80 000 femmes ont déjà bénéficié des interventions venant de lui et de son équipe. Ce qui est un travail remarquable, et vraiment, en termes de nombre et des statistiques, déjà, c'est impressionnant. Et aussi parce que c'est vraiment une activité qu'il a toujours fait et qu'il continue de faire, même aujourd'hui, au moment où nous parlons. Il continue chaque jour de veiller sur ces dames, sur ces victimes, et de faire son travail en toute honnêteté et intégrité, et avec beaucoup d'amour pour toutes ces personnes-là. Alors, beaucoup d'amour pour toutes ces personnes. Mais peut-on dire aujourd'hui, le docteur Denis Mukwege, son travail sur le terrain, ce qu'il fait, c'est focus ou bien se concentre plus sur les femmes qui sont violées, qui subissent les atrocités au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, ou bien outre ces problèmes des violences ou bien des viols, il y a un autre travail que les docteurs fait et qui est inclus justement d'une manière générale dans son idéologie, dans sa philosophie, ou bien dans sa manière de faire les choses à travers la République démocratique du Congo. Bon, le travail du prix Nobel est connu, mais c'est vrai que au-delà de l'aspect soin, et je tiens à préciser que on parle de l'Est, mais en fait la Fondation Panzi est déployée dans plusieurs provinces, ce n'est pas qu'à l'Est de la République démocratique du Congo. Le prix Nobel, dans son plan et dans son désir de venir en aide à la population congolaise, est en train de déployer, d'ouvrir des centres à travers les différentes provinces, d'abord à travers des missions humanitaires, mais aussi après à travers des centres de la Fondation Pani, des One Stop Center qu'on a à travers plusieurs villes. Ici, spécialement à Kinshasa, on a un centre de la clinique Panzi au niveau de ma campagne, la place commerciale, sur l'avenue Forêt. Il y a un centre qui prend en charge les victimes de violences sexuelles gratuitement et qui s'occupe d'elles à travers les équipes formées et qui prennent soin de ces personnes-là. Et pour continuer son travail, parce que vous avez voulu savoir si son travail se limitait à cet aspect, je dis non, parce que le prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, excusez-moi, aujourd'hui est devenu un porte-voix de la République. À travers chacun de ses prix, il ne cesse pas, il n'arrête pas de faire un plaidoyer au niveau international pour que la guerre cesse enfin à l'est du pays et qu'on libère notre pays des atrocités que nous subissons. Et encore une fois, la dernière tribune qui lui a été donnée lors de la remise du prix de la
Aurora, pour l'éveil de l'humanité, il a encore saisi l'opportunité pour rappeler la responsabilité de la communauté internationale à pouvoir s'impliquer pour que cette guerre puisse s'arrêter à l'Est, et qu'elle a remis chaque organisation et chaque entité internationale face à ses responsabilités, spécialement les grandes puissances, en leur rappelant que c'est faire 2 poids 2 mesures que de courir rapidement à l'aide aux Ukrainiens et de laisser les Congolais mourir comme ça gratuitement pour des intérêts économiques. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que les autres docteurs n'ont pas encore atteint le niveau du docteur Mukwege? On ne le souhaite pas. On a comme l'impression que si demain, il n'est plus, le docteur Mukwege bien sûr, on ne trouvera pas une personne qui pourra se démarquer comme le docteur Mukwege, alors que c'est le moment de le faire. On a comme l'impression qu'il n'y a que le docteur Mukwege qui se soucie des malades et autres. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le terrain par rapport aux malades, mais le travail de docteur a une spécificité qui s'est fait remarquer. Et je pense que dans l'organisation même de son travail, le docteur Denis Mukwege est un grand formateur. Quand vous arrivez à la Fondation Panzi, moi je connais beaucoup de médecins, gynécologues, qui travaillent même plus à la Fondation Panzi, mais qui sont passés sous son aile pour être formés et préparés pour qu'après il les lâche pour qu'ils aillent apporter le soulagement à la communauté. Il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui exercent dans beaucoup d'hôpitaux à travers la République démocratique du Congo, qui sont passés et qui ont été formés par lui. Ça veut dire qu'au-delà du travail qu'il fait, il veille aussi à transmettre les connaissances et à former les gens afin qu'il y ait toujours des personnes qui puissent répondre à chaque seconde lorsque le besoin est à soigner une dame qui est victime, qui est touchée. Bien sûr, nous sommes dans un contexte hospitalier. L'hôpital ne soigne toutes les maladies, mais spécifiquement par rapport à ça, il a formé des gens pour pouvoir aller aider les gens à travers les autres provinces aussi. Et c'est sur base de quoi qu'on a souvent l'habitude d'appeler le docteur Mukwege réparateur des femmes? Bon, ça c'est spécifiquement, vous savez, la réparation, c'est lorsqu'une femme est victime de violence, lorsqu'elle est victime d'un viol, elle est détruite. Parce que le viol, c'est les ennemis du pays des Congolais utilisent le viol comme arme de guerre. Parce qu'ils savent que si on détruit la femme, si on détruit le caractère féminin de la femme par le viol, on détruit toute une nation. Et ils ont commencé à utiliser cela comme outil pour détruire le tissu de la société progressivement. Et lorsque le prix Nobel a commencé à soigner, et vous allez vous rendre compte que le docteur Denis Mukwege, à travers la Fondation Panzi, offre des soins holistiques, c'est-à-dire que ça ne se limite pas simplement à réparer par une chirurgie, mais il s'agit aussi d'un accompagnement psychologique et d'un accompagnement social, et même d'une réintégration, d'une réinsertion sociale après, lorsque la femme a été suffisamment, a repris confiance en elle, à retrouver le goût à la vie et qu'elle veut maintenant partir vers une nouvelle étape de sa vie, ben, la Fondation l'accompagne jusqu'aux aspects où on l'aide à reprendre une activité qui pourra peut-être la permettre d'être autonome dans la société. Un accompagnement financier. Il existe des programmes qui font un accompagnement pour lui donner la capacité d'autonomie financière. Donc ça peut être des activités génératrices de revenus pour lesquelles elle est formée et ensuite elle peut se débrouiller pour pouvoir nourrir sa famille. Mais tout ça, c'est dans un package. Ce n'est pas de manière ponctuelle. Vraiment tout un programme où elle arrive, elle est soignée, mais ensuite elle est accompagnée jusqu'à ce qu'elle puisse être, après qu'elle soit complètement guérie. Et c'est pour ça qu'on parle de réparateur, parce que ces femmes sont après réparées, parce qu'elles reprennent la vie d'une femme qu'elles avaient, peut-être avec les séquelles, les souvenirs, mais l'accompagnement psychologique et l'accompagnement qui est fait au niveau de l'hôpital lui permet de pouvoir repartir quoi, dans sa vie. Et est-ce que cette réparation ou accompagnement se fait seulement en faveur des femmes violées? Bon, je ne sais pas préciser tout le package, comment il est constitué. Ça aurait été bien qu'on ait quelqu'un qui est en plein dans la fondation, mais je sais que la fondation offre des programmes qui, en tout cas, prennent une femme
spécifiquement victimes de viol, l'accompagne, soigne et l'accompagne après pour qu'elle puisse réintégrer la société. Bien sûr, la réintégration veut dire lui donner aussi l'autonomisation. Et c'est ce que fait la Fondation. Mais je ne sais pas donner des précisions parce que je ne suis pas directement membre de l'équipe qui organise cela. Moi, je suis membre de l'ICC, qui est une organisation de la société civile qui calque son modèle sur les valeurs du prix Nobel. Et c'est sur ces valeurs-là que nous aussi, nous voulons créer une nouvelle génération des Congolais. Réparateur des femmes, n'est-il pas ici un excès d'appellation ou bien un excès de dénomination? Non, je pense que c'est même pas lui qui s'est donné ce nom. Ce sont les personnes qui ont vu ces femmes réparées, des proches, les gens qui ont vu comment on a pris une femme complètement détruite, qui n'avait plus goût à la vie, et qui l'ont revue une année après, retrouver 2 ans après, retrouver sa vie, qui ont donné ce qualificatif. Donc je pense qu'il ne s'est pas autonomé. C'est comme on dit, c'est l'expression de ce que produit son travail. Voilà. Alors lui qui a formé beaucoup, beaucoup de médecins sont passés par lui aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous avez eu la chance d'être formé par le docteur Denis Mukwege? Non, moi personnellement, je suis plutôt un sympathisant du docteur Denis Mukwege. Je m'inspire de lui. Je peux dire que si j'ai un modèle dans cette société congolaise, c'est lui. C'est-à-dire que je suis une personne qui regarde ma vie et le calque sur sa vie, en me disant, voilà les valeurs qu'il a. J'aimerais être intègre comme lui. J'aimerais avoir cette compassion qu'il a vis-à-vis des victimes. C'est difficile. C'est des choses qu'on n'a pas. Donc on essaie de gagner ça en l'observant, en apprenant, en le regardant faire et en intégrant ça. Et je suis sûr qu'en dehors de moi, il y a plusieurs milliers de jeunes comme moi qui s'inspirent de lui. Alors, qui s'inspire de lui, qu'est-ce qui vous a motivé d'une manière concrète en regardant le docteur Denis Mukwege? Maintenant, vous dites, bon, ok, comme ce monsieur, il fait ci, moi aussi, j'adopte pour sa philosophie. Quelle est la philosophie du docteur Mukwege qui vous a poussé à les prendre comme un modèle? Non, comme je dis, nous avons observé l'homme et nous avons décelé des valeurs. Et quand je dis nous, je parle de nous. Des valeurs scientifiques ou bien des valeurs sociales, par exemple? Ce sont des valeurs humaines et sociales. Okay. Et quand nous regardons, parce que ce sera l'opportunité de parler de l'initiative citoyenne congolaise, qui est on va en parler bien sûr. Le regroupement qui nous a réunis ici, qui m'envoie aussi, qui m'a mandaté pour parler du prix Aurora. Ce sont des Congolais qui ont observé les prix Nobel et qui en avaient marre des exactions de la guerre dans notre pays et qui se sont dit, tiens, on veut voir le changement. Et pour que le changement ait lieu, il faut qu'on ait un leadership responsable. C'est en regardant maintenant par rapport aux éléments que nous considérions comme des éléments de valeur. Nous avons trouvé ces éléments et nous avons dit, ok, nous allons suivre ces éléments. Peut-être quand on discutera, je pourrais étaler les différents éléments de valeur que nous avons identifiés en lui et que nous voulons porter chacun à travers... Moi, j'ai hâte, ceux qui nous suivent ont hâte de connaître ces valeurs. Ok. Alors, spécifiquement par rapport à nous, au niveau de l'initiative citoyenne congolaise, nous regardons... j'ai parlé de la compassion. Voilà. J'ai parlé de l'intégrité. Voilà. Il y a l'opiniâtreté. Vous savez, le prix Nobel, c'est une personne qui, quand il est dans une idée qu'il veut réaliser, il y va. Et il y a ce côté qui est très humain chez lui et que j'aime beaucoup, qui est la tolérance. Vous savez, il sait écouter la contradiction et prendre le positif de la contradiction. Une autre chose que j'aime chez lui, c'est l'humilité. Pour avoir eu la chance de le rencontrer, j'ai vu en lui, et c'est là où moi personnellement, j'ai commencé à admirer l'homme. C'est-à-dire c'était un grand, c'était un prix Nobel, mais la façon dont nous nous étions approchés de lui, la façon dont il nous avait parlé, c'était comme s'il était en train de parler à des homologues sans tenir compte de qui est qui fait quoi, et il était très ouvert dans les échanges. J'ai beaucoup apprécié ça. Nous avons trouvé aussi en lui des valeurs de loyauté, parce que depuis qu'il fait son travail, vous savez,
il est engagé, hein. C'est pas, il est pour la cause de la femme, il y est à fond. C'est pas une attitude de façade, c'est vraiment en lui, c'est ce qu'il fait et il est dans ça. Et il incarne aussi des valeurs d'excellence. J'ai dit un énième prix, c'est-à-dire que le monde continue de voir en lui quelque chose de positif, d'excellent. Et nous, les jeunes, nous disons oui, voilà un modèle à suivre. Des valeurs scientifiques aussi. Okay. Oui, mais je vous dis que c'est un homme d'une responsabilité hors norme. Quand je vous dis que c'est un médecin, vous le savez, mais vous voyez les résultats de son travail en tant que médecin. Parce que vous pouvez compter et voir le nombre de personnes qu'il sauve. Et il y a beaucoup d'autres. Il y a l'opiniâtreté, j'en ai parlé. Il y a aussi le patriotisme, qui est une des caractéristiques. Il aime beaucoup le Congo. Il est au Congo, il a dit, depuis qu'il est rentré de sa formation, il vit au Congo. Il est au chevet des malades congolais. Et c'est tout ça qu'on a pris comme valeur pour nous attacher à ça. Monsieur Papi, c'est quand même quelque chose dont on n'a jamais connu dans notre pays, voir un médecin qui se donne à fond, et particulièrement là où il y a la guerre. Alors, au regard de tout cela, Dr Mukwege peut être appelé une légende aux jours à venir? Légende, je crois déjà que c'est une légende vivante, sans trop exagérer. Je pense qu'aujourd'hui, si il y a un Congolais qui a pu rayonner ou faire rayonner la couleur du Congo, le drapeau congolais à travers le monde, il y en a 10, il fait partie de ces 10 là. C'est-à-dire que vraiment c'est une personne qui porte haut la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de son travail, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait tellement bien son travail qu'il n'a pas besoin de se faire de la publicité. C'est son travail qui fait sa publicité. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont bénéficié de ces soins qui vont témoigner, raconter et qui disent non, c'est fantastique ce qu'il fait. Mais pour parler d'une anecdote, je parlais avec un ami médecin qui est gynécologue et qui est passé à un moment donné dans la formation à Panzi. Il me dit non, mais tu sais, ce vieux il est fantastique, il travaille comme un robot. Il me dit vous êtes de garde avec lui. Ah, il dit il se réveille la nuit en pleine nuit, 2 h du matin, il vient vous tapoter, ok, tour de salle. Il va visiter les malades pour s'assurer que ses patientes le soin évolue correctement. Et donc cet engagement-là, nous qui sommes dans le domaine médical, nous connaissons ça. Quand on a des aînés qui sont comme ça, ça entraîne de l'émulation même vis-à-vis de vous. Alors que même au niveau de certains hôpitaux, aujourd'hui même à Kinshasa, les comportements des médecins, des fois devant les patients sont toujours déplorables, parce que vous pouvez aller devant certains médecins plutôt, ils vous parlent comme ça et puis ça peut vous stresser. Ce n'est pas ce qui est le docteur Denis Mukwege. Bon, c'est comme je dis, ce sont des éléments de son caractère et ça nous apprécions aussi. Bien sûr, il y a des médecins qui font très bien leur travail dans ce pays, hein. Et moi j'en fais aussi partie. Ouais. Faire mon travail et je connais beaucoup de collègues aussi qui le font bien. Mais c'est vrai que le prix Nobel, c'est vraiment une référence. Quand vous regardez le docteur Denis Mukwege, vous voyez une personne qui aime ce qu'il fait et qui aime les patients qu'il soigne. Parce que c'est surtout de l'amour qu'il faut avoir pour pouvoir bien faire ce travail. Alors, ces silences des docteurs à Mukwege, nous savons, on est dans un pays où les gens, quand ils posent des actes comme ça, ils aiment barbouter, ils aiment parler des fois comme des petits canards, mais lui, il garde ses silences, silencieux, alors qu'il pose des actions à ce terrain, nombreuses même. Que vous inspire ces silences des docteurs de Mukwege? J'ai dit, c'est même un caractère qu'on a copié, c'est l'humilité. C'est parce qu'il est humble, c'est dans sa façon d'être. C'est pas, je crois pas que c'est calqué, c'est comme ça qu'il est. Et donc il se vante pas quoi. Il fait son travail, son job, et un point c'est tout. Alors les prix Nobel, ces prix Nobel de la paix gagnés par les docteurs Denis Mukwege, nous nous en souvenons, ça restera justement dans les mémoires des Congolais que nous sommes, des années, pour dire même d'âge à âge. Aujourd'hui, prix Nobel de la paix et docteur Mukwege, ces prix Nobel, qu'est-ce que ça peut inspirer ou bien inspirer pour un pays comme la République démocratique du Congo, avoir un fils, un Congolais qui gagne ces prix, alors que c'est un prix qui n'est pas donné à tout le monde de les gagner avec beaucoup de facilité, parce qu'il y a aussi des gens qui ont posé des actes comme ça à travers le monde, mais qui n'ont jamais eu la chance de gagner ces prix. Oui, mais comme ce prix Nobel, en fait,
c'est pour nous, c'est un modèle, c'est une source d'inspiration pour que nous puissions aussi, nous, jeunes de demain, dire voilà, nous avions un modèle, nous aussi on peut espérer un jour faire mieux, avoir aussi des gens qui vont s'impliquer, s'engager un peu plus comme lui. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour la jeunesse d'aujourd'hui. Alors vous êtes déjà rendu à Pandi, à Bukavu par exemple? Non, moi personnellement pas encore. Ah, ok, pas encore. À Goma? Si, je connais la ville de Goma, j'y suis déjà allé comme tout Congolais. Alors, à Goma, tout comme dans certaines provinces que vous avez pu sillonner, qu'est-ce que les gens disent du docteur Denis Mukwege? Qu'est-ce que les gens pensent de lui? Bon, je vais prendre quand même 3 exemples là. Je prends Bandaka, je prends aussi le Sankuru parce que les missions humanitaires sont passées là. Et Goma aussi, bien sûr, parce que c'est une ville, c'est une plaque tournante du côté de la partie est du pays. Ben, les gens qui sont passés entre les mains, soit d'une action humanitaire de la Fondation Panzi, soit par les informations en voyant ce que le prix Nobel dit, je crois que c'est vraiment unanime. Tout le monde dit plus ou moins du bien, hein, positivement, ce qu'il y a par rapport à ce qu'ils ont pu bénéficier de la Fondation. Alors, bénéficier de la fondation du docteur Denis Mukwege, docteur Papi Denis Mukwege, il est là, il a fait ce qu'il a fait pour vous, un pays qui a une personne comme Denis Mukwege. Quelle qualification, bien quelle connotation peut-on donner à ce pays? Bon, c'est un pays béni. Hein. Vous savez, avoir un docteur Mukwege, c'est une bénédiction. Vous savez, les autres nations, ils se vantent de leurs grands noms. Hein. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, il y a des noms qui sont des références. Hein. Quand vous êtes aux États-Unis, vous parlez de Martin Luther King, ben c'est connu. Hein. C'est pas un nom, on ne va pas passer à côté. Ben, en RDC, on a aussi un nom qu'on peut mettre aussi sur la table en disant voilà, nous aussi on a notre modèle de la lutte pour l'action humanitaire, et pour nous c'est le prix Nobel qui se bat pour les droits humains, qui est médecin, qui soigne les malades, mais qui fait le plaidoyer au niveau international pour que les choses avancent au niveau des conflits avec les voisins. Alors, et si on vous demandait par exemple de demander quelque chose au docteur Denis Mukwege par rapport à ce qu'il fait déjà, par rapport à l'insécurité à l'Est, par rapport à ces calvaires qui viennent nos frères et sœurs de ses côtés, lui comme prix Nobel de la paix, lui comme vainqueur du prix Aurora, lui comme une personnalité, un monsieur qui a de la dignité, qui a de l'honneur au niveau de l'international, on vous demande de lui dire quelque chose concernant son rôle, le rôle qu'il peut jouer pour que la sécurité ou bien la paix revienne le plus vite possible dans ces coins de la République démocratique du Congo. Bon, nous continuons de dire ce que tout le monde sait de voir. Il parle. Déjà, le prix Nobel ne rate pas les tribunes. Dès qu'il est devant une tribune internationale, il martèle sur le problème du Congo. C'est l'un de nos plus grands ambassadeurs. Il fait le plaidoyer de la RDC presque à chaque fois qu'il est en face d'un groupe de lobby ou des puissances. Il parle du problème de la RDC et il leur dit les choses sans mettre des gants. Je pense, si vous vous rappelez même son discours par rapport au prix Nobel, il a dit, normalement il n'aurait pas dû accepter. Mais il accepte parce qu'il doit dire, il devait dire des choses et il l'a dit. Il ne peut pas être, ce prix, ça dit qu'à chaque fois qu'il reçoit un prix, pour lui c'est un peu comme une douleur parce que derrière, il y a des choses qui doivent bouger, des lignes qui doivent bouger, et il en profite pour marquer et faire changer les choses. Mais pourquoi passer d'un métier qui demande beaucoup de patience, un métier qui sauve de vie, pour finir par faire la politique? Est-ce que cela ne fera pas baisser son amour pour son métier chéri? Je vais essayer de répondre dans l'angle de nous de la société civile qui l'avons appelé au moment où il a postulé comme candidat. C'est nous qui sommes allés lui dire écoutez, docteur Denis Mukwege, nous avons besoin de vous parce qu'il nous faut. Est-ce que c'était une bonne idée?
Parce que on a vu une autre facette du docteur Denis Mukwege. Il n'était pas vu comme étant un médecin, mais plutôt comme un politique. Est-ce que c'était une bonne idée de pouvoir lui dire de le faire? Oui, mais vous savez, la RDC a une crise de leadership et ça n'a pas changé. Vous savez, je vous dis toujours, aujourd'hui, nous avons encore les mêmes problèmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que nous continuons d'avoir les mêmes problèmes, les mêmes mots. À un moment donné, on s'est dit, il faut un nouveau type de leadership. Parce que vous savez, quand vous tirez dans le même panier des individus et à chaque fois, vous avez les mêmes résultats, il faut peut-être changer le panier. On avait un panier qui était étiqueté politicien. On s'est dit, mais il y a le panier société civile avec des acteurs engagés. Pourquoi ne pas prendre un acteur engagé et lui demander d'être un leadership pour le pays? Voilà pourquoi nous avions demandé. Parce que cette question, des fois, on se pose, des fois, on peut se reposer la question après, est-ce que c'était une bonne idée ou c'était pas une bonne idée? Mais c'était une nécessité vitale. C'était des gens qui se trouvaient en asphyxie et qui avaient besoin d'aide. Une nécessité venant de lui-même ou bien par la demande de par rapport à notre demande. C'est nous qui avons fait la demande. Et lui était d'accord avec cela? Il a pris le temps de réfléchir. Vous avez vu le temps que ça a pris, mais il a fini par donner une réponse positive. Vous l'avez convaincu en quoi? En quoi est-ce que vous l'avez convaincu? Bon, la société civile en général, nous avons fait des plaidoyers, nous avons écrit des pétitions, nous avons demandé, nous avons cotisé les cautions. C'était comme une sorte d'obligation donc, parce que lorsque vous dites que vous avez introduit des plaidoyers, c'est pour dire qu'il ne répondait pas à chaque demande. Non. Il a fallu insister pour qu'il puisse vous répondre positivement. Non, parce que je vais tout justement me mettre à réfléchir. Je vais réfléchir en me mettant de manière extérieure au processus. Moi, j'étais acteur. Et le prix Nobel était là, nous lui avons demandé d'être candidat. Mais je veux quand même me réfléchir. Vous savez, le prix Nobel, lorsqu'il a dit « oui, je vais partir », il n'est pas venu directement avec un discours. Il est venu avec tout un programme. Ça veut dire qu'au moment où nous étions en train de lui dire « trouve-nous une solution », il réfléchissait, il analysait les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les choses à la va-vite. Il a juste pris le temps de concevoir son programme calmement. Voici pour ce pilier, voici comment je réfléchis qu'il faut faire. Pour celui-ci, voici comment on fait. Et voici mes priorités, les trois fins, comme on dit. La fin de la faim, la fin de la guerre et la fin des vices. Quand il nous a présenté ça, moi j'étais convaincu. Voici ce qu'il faut pour ce pays. C'est-à-dire une solution réfléchie qui ne part pas d'un copier-coller, mais qui part d'une réflexion profonde de la réalité de notre pays. Et parce que peut-être qu'on va mettre la charrue avant le bœuf, en réalité, si nous parlons nous revenons sur ce qui s'est passé par rapport à la campagne électorale, parce que c'est de ça dont vous voulez parler, déjà on vous l'a dit, or nonobstant le fait que nous avions participé, il reste quand même beaucoup d'irrégularités pour lesquelles moi personnellement je ne peux plus commenter parce que ça frise la fraude. Alors je veux pas m'embarquer sur ce débat. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. C'est une vraie parodie, c'est une vraie farce, mais on va rester correct avec les gens. On va continuer de réfléchir pour le Congo et nous pensons que le prix Nobel aussi, parce que vous savez, quand vous avez une personnalité de ce haut rang et que les gens pensent que pour qu'on puisse le déstabiliser, on doit lui jeter de la boue ou je ne sais pas quoi. Par exemple, ce débat qui se faisait partout sur les gens. Non, mais vous savez, un intellectuel déjà ne pouvait pas être dans ce débat, mais j'ai vu des intellectuels y plonger, y compris le premier citoyen, il s'est embarqué aussi dans ça. C'était quand même assez dommage de voir ça. Mais bon, ça, c'est pas je crois pas que c'est le sujet de notre échange aujourd'hui. Peut-être si vous voulez dans une autre émission, je viendrai pour qu'on parle de ce que moi je considère comme les élections de la honte. Alors, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il est toujours intéressé par la politique ou il se dit, bon, je reste scientifique carrément? Je ne sais pas répondre à cette question, madame. Et ça, il faudra poser directement la question. Mais vous êtes de la société civile, vous êtes mieux placé pour savoir. De la même manière que vous avez introduit des plaidoyers pour insister, et c'est de cette façon que vous devez aussi le faire pour avoir au moins une idée. Oui, mais ça veut dire que nous allons recommencer notre demande s'il faut en 2028.
Alors, vous êtes médecin, je suis curieux de vous poser cette question parce que vous parlez au rythme de cette émission de la réintégration sociale avec les victimes de ce qui se passe à l'Est. Est-ce que sous le plan, on dirait, pour permettre à une personne qui est sous choc de revenir dans la société et de survivre comme une personne normale, la réintégration peut prendre combien de temps? Oh, ça dépend de la gravité de la blessure. Vous savez, il y a des gens qui sont très fortes, des dames qui sont très fortes qui peuvent être rétablies après 3 à 6 mois. Je sais, on sait pas, il n'y a pas un timing. C'est les psychologues, c'est ceux qui soignent la personne qui observent en disant voilà, la personne récupère, elle retrouve goût, elle retrouve l'envie de vivre. Ça se voit progressivement. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Je ne sais pas vous dire combien de temps ça prend pour qu'une personne soit rétablie, mais je peux vous dire que aussi grave ou profonde qu'est la blessure, aussi longue sera la guérison. Alors, c'est quoi la politique du docteur Mukwege? Parce que quand il place, ou bien il installe ses centres à travers les pays, ça a commencé à Pandi, à Bukavu. Aujourd'hui, ça se trouve dans certaines provinces de la République. Est-ce que, sur le plan main-d'œuvre, est-ce que les docteurs Mukwege, il met une politique pour former les gens sur le terrain, ou bien il fait déplacer les gens qu'il avait commencé avec au début de cette initiative pour aller combler les vides, ou bien aller commencer avec les nouveaux centres créés à travers certaines provinces de la République démocratique du Congo? Non, parce que j'ai même participé à l'ISPES en rapport avec les actions de la Fondation Pandi. Je crois qu'un des responsables avait expliqué que les missions vont d'abord former les gens. Ils arrivent dans un hôpital, l'hôpital général d'un coin, ils forment les gens. Donc avant d'installer des centres. D'abord, il y a l'aspect formation, donc l'action humanitaire. C'est Pandi qui se déplace vers une communauté et apporte les intrants et travaille avec eux dans leurs conditions à eux. Ils forment les chirurgiens et le personnel soignant et ils travaillent avec eux pendant une période. Quand le personnel a acquis la technicité et tout ce qu'il faut, eux les laissent maintenant commencer à évoluer. Quand c'est nécessaire, ils envoient des spécialistes pour aller accompagner jusqu'à ce qu'on puisse maintenant être capable de soigner les gens à cet endroit-là. Mais comment poser ces actes, ça demande beaucoup de moyens sur le terrain, parce que ce n'est pas n'importe qui peut les faire, surtout quand on n'a pas des moyens financiers. Comment docteur Mukwege fait pour sortir la tête de l'eau, installer ses centres partout, à financer ces gens, prendre en charge toutes ces personnes, des victimes de ces violences à travers la République démocratique du Congo? Ça pousse certaines personnes même de réfléchir en disant certainement il travaille, ce n'est pas lui qui pose des actes, il y a certaines personnes qui se cachent derrière lui, qui posent certainement ces actes pour les soutenir sur le plan financier, mais lui, il arrive seulement sur les terrains pour manifester ces actes et puis les concrétiser. Non, mais bon, ça je sais pas, je suis pas habilité à donner des réponses pour des choses dont je n'ai pas la maîtrise, mais vous êtes de l'opinion publique, vous voyez chaque jour plusieurs donateurs aller vouloir participer au projet du docteur Denis Mukwege. Généralement, qu'est-ce qui se passe avec les donations? C'est quand quelqu'un a un projet humanitaire, il expose son projet, il présente son plan, et ceux qui trouvent que nous pouvons mettre la main dans la pâte, ils mettent la main dans la pâte. Bien sûr, initialement, c'est d'abord le docteur lui-même qui fait ses efforts personnels. Et après, bien sûr, quand ça produit des résultats, d'autres personnes viennent. Je pense que la Fondation Pandi a plusieurs donateurs, y compris lui-même, le prix Nobel, qui est l'un des premiers donateurs de la Fondation aussi. Il est aussi soutenu par des autorités congolaises? Je ne sais pas donner, je ne sais pas, je n'ai pas accès à ces informations. Mais vous êtes censé connaître, monsieur Papi, normalement. Non, je pense que la Fondation Pandi a plusieurs donateurs. Même vous pouvez être une donatrice. Il suffit de prendre les références et de dire, ok, j'envoie 300, 500 000 $ à la Fondation pour soutenir. Et ça va être reçu et on vous remerciera gentiment de ce don qui soignera peut-être une femme et qui aidera peut-être à une autre femme d'être réintégrée. Mais est-ce qu'il répare aussi les hommes? Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont violées. Bon, l'hôpital fonctionne comme un hôpital. Okay. Donc un hôpital, ça ne fait pas de distinction
Maintenant, il y a des programmes spécifiques pour les femmes. Hein, parce que par rapport à un fléau de cette ampleur, vous voyez, là-bas, c'est des viols de masse. En ce moment-là, même l'hôpital lui-même, en termes de ressources internes, ne peut pas encaisser. Vous savez, si on vous envoie 10 000 femmes, bon, 10 000 c'est exagéré, si on vous envoie déjà 10 femmes dans une journée dans un hôpital victimes de violence et que vous opérez toute la journée et qu'à 18 h vous voulez vous reposer, vous voyez encore l'ambulance arriver avec 10 autres femmes, vous serez débordé. C'est là maintenant le rôle de ce genre de programme qui viennent appuyer l'hôpital pour qu'on puisse ne pas manquer des ressources en termes d'intrants pour les soins, en termes de personnel soignant, en termes de médicaments, en termes d'espace pour loger les patientes et tout ça. Donc ça, c'est ce que joue maintenant le rôle de la fondation. L'hôpital peut exister, elle soigne tout le monde, mais par rapport à des programmes spécifiques, je pense qu'il y a des aspects qui ciblent spécialement les victimes de violences. Et donc, ce sont principalement à l'est des femmes. Ici aussi à Kinshasa, je crois que la fondation l'a ouvert. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se font soigner parce que ne pensons pas que le viol, c'est un élément qui est spécifique à une partie du pays. Non, en fait, c'est une réalité qui est générale dans tout le pays. Mais non, dans certains endroits, c'est dans une dimension familiale ou locale. Et puis dans d'autres, c'est comme là-bas, c'est dans une dimension de masse. Mais dans tout ce cas, ce sont des victimes et on doit les soigner. Des victimes qui doivent être soignées avec obligabilité certainement, d'une thématique à une autre pour chuter avec cette émission Dr Papi Wembo. On va parler de l'ICC, l'initiative citoyenne dont vous êtes chargé de la jeunesse de cette structure, je ne sais pas, certainement de la société civile. D'abord, l'ICC, qu'est-ce que c'est? Bon, l'ICC, c'est une organisation de la société civile, c'est une ASBL qui a été lancée en 2022. C'est des Congolais, je vous ai dit en passant, qui, suite à la persistance des exactions et de tout ce qui se passait, se sont décidés ensemble de dire, ok, nous voulons un nouveau leadership responsable qui va nous emmener vers quelque chose de mieux et donc nous faire sortir du marasme, du marasme politique, social et économique que connaît le pays. Et nous nous sommes regroupés et nous nous sommes lancés par rapport à ça. Et c'était vraiment des Congolais de tous bords. Hein. On s'est retrouvés. L'élément fondateur, c'était vraiment le modèle qui était le prix Nobel. Voilà pourquoi l'ICC s'est fondé sur des valeurs. Je vous ai parlé de ces valeurs, je peux peut-être les réciter. La compassion, je vous ai dit qu'en regardant le côté de la compassion du prix Nobel, nous avions calqué cela sur lui. L'humilité, la loyauté, ce sont des valeurs que nous avons pu prendre au sein de notre organisation. Il y a l'intégrité, nous voulons être vraiment des hommes intègres. Il y a la tolérance, c'est voilà pourquoi nous ne répliquons pas directement. Et puis l'excellence, nous voulons être des Congolais excellents parce que si nous voulons faire quitter notre pays du marasme social, politique, économique, il faut qu'il y ait des Congolais intègres. Il faut qu'il y ait des Congolais qui incarnent l'excellence. Bien sûr, le patriotisme, nous devons aimer notre pays et être prêts au sacrifice suprême. Et je dis toujours que le prix Nobel, certains à sa place seraient déjà en train de se reposer aujourd'hui calmement, se disant, voilà, j'ai fait un nom, j'ai des titres, je peux me reposer. Mais lui, il est toujours là parce qu'il sait que ce sont des Congolais qui souffrent. Je dois continuer d'aider mon pays en les soignant. Et ça, c'est magnifique. La résilience, l'opiniâtreté, l'unité et comme j'ai dit, la justice et la responsabilité. Ce sont les valeurs sur lesquelles est calqué l'ICC et sur lesquelles nous sommes réunis en disant voilà, nous devons incarner cela. Alors vous devez incarner ces valeurs, mais j'aimerais savoir ici qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette structure, parce que nous avons aussi beaucoup de structures de la société civile dans ces pays. Quelle est la particularité dans la création de l'ICC, cette particularité aujourd'hui que l'ICC peut amener pour le développement de la République démocratique du Congo, que les autres structures n'ont pas jusque-là pu amener? Bon, nous déjà c'était un ras-le-bol. On était fatigués de voir les crimes, la continuité des crimes à l'est du pays, la continuité de la guerre. C'est vraiment... on en avait marre, on était fatigués. On s'est dit, ok, on va essayer de faire quelque chose de différent. Voilà, et on s'est créé dans cet esprit-là.
Attends, vous vous êtes créé dans cet esprit pour l'ICC, mais au niveau interne, parce que pour influencer au niveau externe, à l'interne aussi, vous à l'ICC, quelle est la philosophie, quelle est la méthode mise en place que vous travaillez avec, certainement qui vous permettent aujourd'hui de persuader les jeunes aujourd'hui de mettre en pratique toutes ces valeurs que vous êtes en train d'énumérer ici, puisque vous êtes responsable de la jeunesse de cette structure de la société civile. Bon, nous déjà, on croit au génie créateur congolais. On croit qu'un Congolais peut faire des choses et changer le pays. Donc, c'est déjà un des éléments sur lesquels nous croyons. Et nous croyons que dans l'unité, ensemble, les Congolais qui veulent changer, donc ceux qui ont cette envie, quand ils se mettent ensemble et que nous nous engageons personnellement pour le changement, ben, nous pouvons arriver à sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. C'est ça vraiment les éléments sur lesquels nous nous appuyons pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent chez nous savent déjà que, voilà, nous croyons que c'est à travers nous les Congolais, que le Congo peut émerger. Vous savez qu'on a une jeunesse qui se dit ignorant. Mais quelle stratégie vous avez pour convaincre ces jeunes? Bon, vous savez, j'ai beaucoup aimé, nous quand nous avons commencé les activités avec les jeunes, moi quand je suis arrivé vers les jeunes étudiants, j'ai trouvé que les jeunes étudiants étaient déjà, ils aimaient beaucoup le prix Nobel. Donc c'est déjà pour moi, c'était simple de parler du prix Nobel et des invités à l'ICC. Hein. Ils avaient déjà en eux, surtout quand vous allez dans le milieu estudiantin, quand tu parles du prix Nobel, ils ont une image très positive du docteur. Et donc, ils ont très vite adhéré. Donc, de ce côté-là aussi, il y a les mamans hein, qui aussi, voyant ce qu'il fait pour l'élévation de la femme, parce que les gens voient seulement le côté soin, mais il fait la promotion du genre. Et j'insiste, quand les gens ont dénaturé les choses, la pensée était relative à la place de la femme par rapport à notre société, par rapport aux responsabilités et par rapport à son état d'autonomisation. Il pensait à ce qu'on pouvait faire de mieux pour que la femme occupe les meilleurs postes et apporte ce qu'elle a de meilleur en elle, parce que les femmes ont des qualités que nous, les hommes, nous n'avons pas. Et ça, le prix Nobel le sait, parce qu'il travaille dans un environnement où il y a beaucoup de femmes et il sait comment les femmes peuvent être très innovantes. Et il croyait en cela. Voilà pourquoi même dans son programme, la femme occupait un élément principal dans son programme. Et nous aussi, nous croyons qu'aujourd'hui, à travers l'ICC, nous pouvons appeler des jeunes qui veulent voir autre chose que ce qu'on voit actuellement, à venir nous rejoindre, les mamans, les papas, les jeunes et les vieux, à venir travailler dans cet engagement, dans l'unité et dans la foi au génie du Congolais. Le Congolais peut changer son propre pays, mais il faut juste mettre les choses au pas et mettre un leadership qui puisse accompagner ces gens. Ce leadership nous manque aujourd'hui. Bon, je veux vous poser une question, parce que c'est vrai que je ne dois pas répondre à une question par une question, mais j'aimerais quand même vous poser une question à nous tous, on se pose une question. Trouvez-vous que ça va? Je ne sais pas. Je laisse les téléspectateurs pour en répondre. Moi, personnellement, je crois qu'il faut que les gens deviennent un peu plus responsables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit... Vous savez, quand quelqu'un se réveille à 2 h du matin parce qu'il doit soigner un malade, c'est parce qu'il a conscience qu'il doit améliorer les choses. Donc, il se dit, si je dors, cette patiente n'aura pas de soins. Donc, je dois me priver du plaisir de dormir pour soigner cette personne. C'est la même chose avec les autorités politiques. Ils ne doivent plus être dans la jouissance. Parce que c'est leur responsabilité. Mais c'est difficile pour elles, les autorités politiques, de pouvoir comprendre cela. Non, pourquoi ce sont des adultes? Est-ce qu'on doit commencer à parler des autorités politiques comme si on parlait des enfants? Ce sont des adultes. Vous et moi sommes conscients de ce qui se passe ici dans notre pays, avec nos autorités. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si vous le dites, voilà pourquoi nous on vous dit, on vous propose un nouveau leadership. C'est quoi ce nouveau leadership? Mais je vous ai dit, j'insiste, une personne qui est responsable. Je veux quand même prendre trois éléments. C'est responsable, ok? Patriote, ok? Engagé, intègre. Je suis en train de citer, hein, ce sont des valeurs qu'on trouve dans le prix Nobel. Opiniâtre.
il va jusqu'au bout. Quand il dit qu'on va faire, on va le faire. Et qui prône la justice. La justice, on passe pas seulement de la justice de tribunal, mais la justice sociale aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on décide de faire une bonne répartition des choses. Et moi, je dis, nous le voyons en cette personne-là. Même les réalités peuvent être très compliquées sur les terrains, parce que même si les actes posés par les docteurs Denis Mukwege, il est fait pour une minorité des personnes, c'est pas pour tous les Congolais, c'est pas pour toute la République. Contrairement à la gestion d'un pays, il peut avoir cette bonne foi, il peut avoir des bonnes initiatives, mais en arrivant à, s'il devenait un jour président de la République, les choses peuvent être différentes pour lui et compliquées certainement pour poser les mêmes actes qu'il est en train de faire pour aujourd'hui. On dit, ceux qui se conçoivent bien, c'est notre serment. Et les mots pour les dire viennent aisément. J'aimerais dire ceci. Le prix Nobel a présenté un programme lorsqu'il était candidat. On n'est plus en campagne, donc je vais en parler avec... parce que c'est un document technique et scientifique, c'est un plan qui est disponible sur Internet. Des fois, je dis des fois quand ça ne marche pas, il faut demander ce que l'autre fait, à proposer de mieux, ça peut aider. Dans la vie, ce que nous manquons, c'est l'humilité. L'humilité de dire, ok, là je m'en sors pas, qu'est-ce qu'on avait proposé là-bas, peut-être c'est mieux, c'est une idée qui est différente, parce que les gens ont réfléchi, non? Les programmes, on les fait, et puis des fois ça ne marche pas. Donc il faut peut-être que les gens se décident aussi à se dire, qu'est-ce que l'autre a proposé, qui est mieux que ce que moi j'avais voulu, et aller le voir, lui dire, est-ce que je peux appliquer ce programme, explique-moi qu'est-ce que tu voulais faire. Vous savez, si on arrive au Congo, notre classe politique arrive à avoir cette humilité-là de se dire, moi je suis ministre de l'énergie, je ne m'en sors pas avec le courant qui n'est plus dans la ville, je ne sais plus comment ça marche, et puis il descend, il va voir son homologue qui est dans un autre domaine, il dit, comment tu fais pour que ça marche? Ben, ce conseil-là peut aider toute la population. Alors, vous êtes responsable de la jeunesse des l'ICC. C'est ma dernière question. Quand vous êtes devant les jeunes de l'ICC, vous le dites, parce qu'on dit toujours que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Le docteur Mukwege a ses valeurs, des valeurs que vous appliquez, des valeurs que vous aimez. Vous, devant les jeunes de l'ICC, vous leur dites quoi concernant les remplacements du docteur Mukwege, surtout sur l'applicabilité de ces valeurs? Non, moi je ne peux pas parler de son remplacement. Tout ce que je peux dire, c'est dire... Okay, non, dans les sens que ces jeunes puissent être des responsables, des gens capables aussi de faire des grandes choses, de sortir la tête de l'eau comme le docteur Mukwege. Que ce soit les jeunes, que ce soit les Congolais en général, je dis toujours, regardez ce que quelqu'un fait chaque jour. Vous saurez ce qu'il fera. Moi je parle des jeunes de l'ICC, les Congolais. J'insiste, je dis, aujourd'hui, si tu veux savoir ce que fera quelqu'un demain, regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Si tu veux savoir ce que quelqu'un fera demain, regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Je vous assure que si vous voyez quelqu'un se réveiller chaque matin à 5 h du matin et conduire une voiture, parce qu'il est chauffeur, demain il va faire la même chose. Il va se réveiller à 5 h du matin, il va conduire une voiture. S'il se réveille à 10 h pour conduire la voiture, il se réveillera à 10 h. Donc, ce que les gens ont l'habitude de faire nous donne une indication de ce qu'ils feront. Et moi, j'insiste, je dis toujours aux jeunes, nous avons un modèle, nous avons une façon d'être, nous avons un travail qu'il fait. Nous aussi, soyons des petits modèles partout où nous sommes. Moi, je fais un effort d'être un modèle pour eux aussi. Et ceux qui sont mes collaborateurs, je leur dis, vous devez aussi être un exemple. Quand vous descendez à Kingabwa, quand vous descendez à Limete, quand vous descendez à Matete, il faut qu'on voit que vous êtes différents des autres jeunes, que vous êtes des leaders, des jeunes leaders qui emmènent une façon de faire différente de celle que nous voyons aujourd'hui. Alors, monsieur docteur Papi Wembo, nous sommes à la fin de cette émission. Notre conclusion. Bon, ma conclusion est qu'aujourd'hui on a parlé du prix Aurora et je suis très content que le prix Nobel ait encore reçu cette énième récompense qui montre encore, qui met encore aux yeux du monde la qualité du travail qu'il fait. Je suis content que les Congolais puissent avoir pour eux un Congolais qui est un modèle au niveau international. Et j'espère que ça va inspirer d'autres jeunes à essayer aussi de briller comme lui ou comme d'autres Congolais qui brillent dans d'autres domaines, hein, comme nous avons toujours des modèles. J'espère que le modèle du leadership aujourd'hui ne sera pas calqué seulement sur des leaders
qui sont de façade, mais sur des leaders qui ont un vécu qui traduit ce qu'ils déclarent. Et pour nous, à l'ICC, je salue tous les membres de l'ICC, que ce soit ceux de la RDC tout entière, que ce soit ceux de la diaspora, que ce soit ceux qui sont ici. C'est une opportunité de leur dire, ne nous fatiguons pas, nous avons encore une grande mission parce qu'on a un grand leader. Nous devons continuer de croire que le Congo va changer. Demain sera mieux qu'aujourd'hui et nous croyons, nous avons la foi et demain les Congolais de demain seront meilleurs que les Congolais d'aujourd'hui. Les portes de l'ICC sont ouvertes pour tout le monde, surtout pour la jeunesse. Les portes de l'ICC sont ouvertes à tous les Congolais, sans distinction de religion, sans distinction d'ethnie, sans distinction d'âge. Hein, mais bien sûr, majorité, il faut avoir la majorité pour intégrer. Mais en tout cas, sans distinction de sexe, tout le monde est invité. Si vous voulez adhérer, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter et vous pouvez nous rejoindre. Docteur Papi Wembo, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de l'ICC et surtout responsable de la jeunesse de cette structure de la société civile de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci Sarah. Merci Daniel, merci à vous aussi Docteur Papi. Merci beaucoup. Alors normalement dans cette émission on devrait être aussi avec Madame Rosine Ilungamboui. Bon, malheureusement elle est venue en retard. Nous, c'est une chaîne de télévision, la grille des programmes est là, les directeurs des programmes nous a mis beaucoup de pression, il fallait qu'on puisse respecter les temps. Mais on va récupérer ces temps perdus avec Madame Rosine, certainement la semaine prochaine, on va faire de toutes les façons pour la programmer. Parce que l'égalité, c'est bien. 50-50 entre les hommes et l'homme et la femme. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. On va se retrouver demain, vendredi, 16h, pour les derniers numéros de la semaine. Que vive la République, vive les docteurs Denis Mukwege, et vive sa structure, vive ses initiatives. Que Dieu bénisse la RDC. À demain, 16h. Merci. Merci.